Commentaire à vous sur la campagne présidentielle américaine à moins d'une semaine maintenant du vote et sur la manière dont on essaye humblement de lire les sondages. Il y a les sondages par État, les sondages des États clés, bien sûr, les sondages au niveau national, il y a les moyennes des sondages. Voilà, et en plus quand on se plonge dans le fonctionnement bien sûr du système électoral américain, tout ça est quand même assez compliqué. Oui, en fait, pour résumer cette situation des sondages, j'ai assez envie de paraphraser Donald Trump en disant qu'ils sont bidons. Pourquoi? Parce que regardez par exemple Bloomberg ce matin, ils font paraître un sondage sur les électeurs indépendants. Alors on se dit oui, fantastique, ça va être intéressant. Et on voit que parmi les électeurs indépendants, Hillary Clinton est en hausse et à 5 points d'avance sur Donald Trump. Et puis vous regardez le bas du sondage et vous regardez que ça a été fait sur un sampling, donc sur un échantillon de 600 électeurs. 600 électeurs par rapport à 320 millions d'Américains. Donc je dirais qu'en plus, ces électeurs avaient été eux-mêmes volontaires pour participer au sondage. Alors franchement, je vous dirais, les sondages actuels, et c'est peut-être pour ça que les marchés sont inquiets, ne nous donnent absolument aucune information, si ce n'est le changement de dynamique de cette campagne électorale où Donald Trump est en train de remonter. Mais est-ce qu'il a 10 points d'avance ou 10 points de retard? Les sondages ne vont absolument pas nous donner en ce moment une réponse. Bon, séance d'aversion en risque en tout cas, avec la difficulté de lire les sondages américains et puis cette incertitude et cette indécision du scrutin électoral américain là, qui reprend le dessus aujourd'hui. Le pétrole qui recule, ça fait déjà plusieurs jours d'ailleurs que le pétrole recule, Quentin. On avait quand même d'une certaine manière acheter l'accord d'Alger et sa mise en exécution. Il y a eu une vraie déception par rapport à ça suite à la réunion la semaine dernière qui se tenait à Vienne. Oui, il y a eu quand même une forme de déception parce qu'on a... Octobre est un peu faible, mais il faut regarder aussi ce qui s'est passé finalement en septembre puisque le chiffre a été assez nettement révisé, je crois, Grégory. Absolument, il a été révisé à la hausse. Donc je dirais que c'est un chiffre qui nous apportera pas vraiment d'information. L'information, elle viendra vendredi avec le chiffre mensuel sur le mois d'octobre. On attend 175 000 créations d'emplois. Mais surtout, je vous dirais, ce qu'on attend sur les marchés aujourd'hui, c'est la lecture qu'on va faire du communiqué de la Fed. Ça fait des semaines que la Réserve fédérale essaye de préparer les marchés à une hausse des taux au mois de décembre. Elle y a pratiquement réussi. Est-ce qu'elle va transformer son essai en disant ça y est, on va y aller au mois de décembre, ou bien est-ce qu'il va y avoir un discours un tout petit peu plus prudent en disant toujours qu'il y a encore des risques de déception dans l'économie. Donc il y a un petit point d'interrogation par rapport non pas à ce que la Fed va décider, mais par rapport à son langage cet après-midi. Oui, c'est ça, ce sera intéressant. Le communiqué tombera à 19h, heure de Paris, puisque je vous rappelle qu'on a seulement 5 heures de décalage cette semaine avec la côte est des États-Unis. Quentin, vous voyez plutôt une Fed qui va avoir envie d'enfoncer le clou. On a une probabilité de marché d'à peu près 70% pour une hausse de taux en décembre, bien sûr, pas ce soir. Elle va vouloir enfoncer le clou, marquer encore plus les esprits des investisseurs sur la réunion de décembre, ou est-ce qu'au contraire, tactiquement, avec l'échéance politique bien sûr qu'on connaît, est-ce qu'elle a intérêt à, je sais pas, nuancer un peu le discours, en tout cas se laisser un certain nombre d'options à disposition sur la table pour la fin d'année? Non, je pense qu'elle va quand même enfoncer un peu plus le clou. Ouais. Hein. On a un peu de secousse, c'est clair. À mon avis, ça ne l'arrange pas, parce que bien sûr, dans ce contexte-là, quand on voit la volatilité des marchés, on pourrait avoir des réactions un petit peu plus incontrôlées que prévu. Et c'est vrai que ça rend le jeu un petit peu plus périlleux. Mais après, le message était quand même assez clair. Le marché est préparé pour décembre. Voilà, on le voit dans les probabilités qui sont quand même très hautes sur une relevée des taux. Télécom et le groupe de médias Time Warner, il y a semble-t-il un concept qui pourrait faire obstacle à la fusion, Grégory, c'est ce qu'on appelle le zero rating. Qu'est-ce que c'est? Oui, d'abord on peut même pas le traduire, donc autant l'expliquer. Qu'est-ce que c'est zero rating? C'est tout simplement quand une compagnie de télévision ou de téléphone comme AT&T veut diffuser des programmes de télévision, elle va favoriser ces programmes, non pas en les faisant payer moins cher, mais tout simplement en les diffusant sans charger ses clients pour l'utilisation de la bande passante. Alors regardez la différence. Si AT&T diffuse un film de HBO et que vous n'avez pas besoin de payer pour les dépenses d'utilisation de bande passante, ça veut dire 0 sous 0 centime. Par contre, si vous regardez Netflix sur AT&T et que vous regardez un film, là
vous allez devoir payer pour l'utilisation du réseau. Donc évidemment, c'est une discrimination extrêmement importante et je pense que ce zéro rating, ça va être exactement l'achoppement sur lequel les compagnies et le département de la justice et des télécoms vont buter pendant leurs négociations pour faire admettre ce deal. Et puis alors une alliance très intéressante, mais je crois que c'est pas la première fois là, Uber qui cherche à nouer des partenariats et des alliances avec les loueurs de voitures. Il l'avait pas fait avec Hertz d'ailleurs à un moment, vous pouvez peut-être nous confirmer ça Grégory, mais là c'est une alliance directe avec le constructeur General Motors. Absolument, oui, il l'avait fait avec Hertz et là l'alliance elle est assez simple. Ça va permettre tout simplement à des conducteurs de Uber de louer directement à General Motors leur voiture, non pas à l'année, non pas au mois, mais à la semaine. Ça montre à quel point actuellement l'économie, la nouvelle économie est flexible et c'est aussi intéressant parce que ça permet donc aux compagnies automobiles d'avoir tout un parc peut-être de voitures qu'elles vont destiner à la location à court terme, ce qui pourrait être extrêmement rentable pour elles. Merci beaucoup Grégory, bonne séance à vous à New York, les marchés américains qui ont déjà ouvert, je vous rappelle, puisqu'on a seulement 5 heures de décalage avec New York cette semaine, légère baisse pour les indices américains, enfin qui ont bien baissé hier déjà, qui sont en train de digérer tout ça, le Dow Jones quasi à l'équilibre, revenu au-delà des 18 000 points et en Europe on recule de quasiment 1% sur l'Eurostock 50 qui passe sous les 3 000 points. Un mot encore pour être complet sur ce tour d'horizon de l'actualité du jour, c'est l'actualité fondamentale, l'actualité macroéconomique. On a eu Avec tout d'abord la fin de la réunion de la Fed, ça tombe en ce moment même, ça y est, donc on s'y attendait. La Fed laisse ses taux inchangés, ce n'est pas vraiment une surprise, statu quo, donc à une semaine de l'élection présidentielle. Les marchés, eux, anticipent un relèvement des taux pour le mois prochain, mais pour le moment, la Fed n'a pas vraiment donné trop d'indices. En effet, la Fed dit attendre de nouvelles preuves de progrès vers la réalisation de son objectif avant de relever ses taux. Donc les marchés qui risquent d'être un peu déçus. Pour le moment, Wall Street est orienté à la baisse, le Dow Jones abandonne 0,3%. Le Nasdaq perd, lui, 0,8%. Alors, plus l'élection américaine approche et plus les marchés deviennent fébriles. La Bourse de Paris, par exemple, accuse sa troisième baisse d'affilée. Net repli ce soir pour le CAC 40, moins 1,24%. L'indice finit à 4 414 points. Les valeurs bancaires ont souffert. BNP Paribas qui perd plus de 3,5%. Même chose pour AXA. Donc, ce qui inquiète les investisseurs, ce sont les derniers sondages. L'écart entre Hillary Clinton et Donald Trump qui ne cesse de se réduire. Et puis, il y a aussi la crainte sur le pétrole, la forte augmentation des stocks de brut aux États-Unis. Ça a pesé aussi sur la séance. Alors du côté des entreprises à Wall Street, on a Time Warner ce soir, le titre cède de près de 1% en ce moment. Le groupe de médias relève ses prévisions après un très bon troisième trimestre. L'occasion pour nous de reparler du projet de fusion entre Time Warner et l'opérateur télécom AT&T avec un débat qui montre outre-Atlantique et qui pourrait faire obstacle à la fusion. C'est celui de la neutralité du net et des réseaux. C'est ce qu'ils appellent là-bas le zero rating. Alors difficile à traduire, mais pas de souci. Grégory Volokin à New York nous explique tout. Qu'est-ce que c'est zéro rating? C'est tout simplement quand une compagnie de télévision ou de téléphone comme AT&T veut diffuser des programmes de télévision, elle va favoriser ces programmes, non pas en les faisant payer moins cher, mais tout simplement en les diffusant sans charger ses clients pour l'utilisation de la bande passante. Alors regardez la différence. Si AT&T diffuse un film de HBO et que vous n'avez pas besoin de payer pour les dépenses d'utilisation de bande passante, ça veut dire 0 sous 0 centime. Par contre, si vous regardez Netflix sur AT&T et que vous regardez un film, là vous allez devoir payer pour l'utilisation du réseau. Donc évidemment, c'est une discrimination extrêmement importante et je pense que ce zéro rating, ça va être exactement l'achoppement sur lequel les compagnies et le département de la justice et des télécoms vont buter pendant leurs négociations pour faire admettre ce deal. Grégory Volokin à New York et puis le titre Alibaba, 3,5% ce soir, son bénéfice net a été divisé.